Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un immense plaisir de vous accueillir toujours aussi nombreux à cette nouvelle séance de notre ciné-club Univers Convergent au Grand Action. Ce ciné-club nous est présenté, nous est proposé par l'Institut Henri Poincaré, dont je suis ravie d'accueillir la directrice Sylvie Benzoni. Sylvie, bienvenue pour cette séance dédiée au court-métrage. Cette séance va nous être présentée, animée par Florence Porcel. Mais Florence vient donc nous rejoindre. Alors, Florence est une spécialiste de la vulgarisation scientifique, sujet auquel elle a dédié plusieurs ouvrages. Sylvie, le petit chat là, a donné le ton de cette séance, placé sous le signe, le signe ludique, le signe de la joie, de la création, parce que je trouve que c'est formidable de dédier enfin une séance au court-métrage. Vous vous rendez compte, c'est notre 6e année d'Univers Convergent en Grande Action, et pour l'instant, nous n'avons pas vu un seul court-métrage. Donc bravo, c'est magnifique. Eh bien oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est un plaisir de vous accueillir pour cette séance exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que Quentin Lazarotto est ailleurs, il est en l'occurrence à New York. Et grâce à quoi nous avons la présence de Florence Porcel qui va faire l'animation de la séance. Donc c'est une séance tout à fait exceptionnelle, comme l'a dit Isabelle, la première fois avec des courts-métrages. On s'est délecté avec Quentin à choisir ces courts-métrages. Bon, ils ne sont pas forcément tous drôles au point, voilà. Mais une vidéo de chat, ça fait jamais de mal. et vous allez effectivement découvrir les uns après les autres ces courts-métrages avec plusieurs intervenants du coup. Par rapport à d'habitude, vous avez plus d'intervenants. Donc c'est vraiment une séance tout à fait exceptionnelle et j'espère que vous allez bien l'apprécier. Voilà. Alors, le court-métrage, c'est un genre, vous savez que c'est le passage obligé pour réaliser un long-métrage. Aucun producteur ne va financer un jeune réalisateur qui n'aurait pas commis plusieurs courts-métrages. Et c'est un genre qui souffre endémiquement de moyens et qui, paradoxalement, est le plus inventif, le plus créatif. C'est évidemment un peu ce qu'est la nouvelle au premier roman. Et c'est vraiment un genre où tous les styles sont permis, toutes les fantaisies. Les réalisateurs sont souvent de jeunes réalisateurs, mais on peut avoir des courts-métragistes octogénaires, hein, tout est possible. C'est vraiment un genre où la liberté d'expression est la plus visible. Après, dans le long-métrage, les investissements financiers sont bien plus importants, les producteurs bien plus présents, et donc du coup, les réalisateurs sont plus sur des rails. Dans le court-métrage, tout est possible, tout est inventable, et justement, c'est normal que beaucoup de courts-métrages parlent de science, parce que c'est un genre qui permet d'inventer une autre réalité. On va en voir 4, donc Florence va nous les détailler. Florence, tu vas aussi nous présenter les intervenants. Je vais juste faire un spécial à mon paléontologue préféré, spécial Science. Il est où? Voilà, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des dinosaures. C'est Jean-Sébastien Steyer. Alors, mais oui, on l'applaudit, Jean-Sébastien Steyer. Vous ne verrez plus jamais un dinosaure de la même façon après avoir écouté Jean-Sébastien. Et Jean-Sébastien est également l'organisateur d'un autre ciné-club scientifique, puisque le succès d'Univers Convergent a fait des émules. Bonjour monsieur. Et c'est donc Présence extraterrestre est le nom de ce ciné-club scientifique monté par trois scientifiques, dont Jean-Sébastien. Bienvenue dans ta maison, Jean-Sébastien. Bon, alors, Florence, raconte-nous. Bonsoir. Je suis ravie d'être ici. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas Quentin. Je suis un peu moins grande, mais j'ai mis une chemise. Donc, voilà.
Vous trouvez? Super. Donc oui, alors on aurait dû aussi avoir la présence de Pauline Zarouk, qui est astrophysicienne, mais elle est excusée pour des raisons familiales. Voilà, donc je serai toute seule à l'animation ce soir. Elle est... Exactement. Alors ce soir, oui, on va voir quatre films très différents en termes de contenu, de science et de format. Mais je pense que c'est très bien. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura 20 minutes de discussion avec nos intervenants après chaque film. Et si vous avez des questions à poser aux intervenants, ce sera à la fin de la soirée, avant le cocktail. Voilà. Donc, réservez vos questions pour la fin. Il y aura 20 minutes consacrées aux interactions avec le public. Voilà. C'est-à-dire que donc, projection, petit débat, projection, petit débat, etc. 4 fois de suite, et après, interaction avec vous. Exactement. Alors, du coup, je vais présenter les intervenants qui sont là, au deuxième rang. Donc, nous avons le plaisir d'avoir Yon Boutin, le réalisateur du premier court-métrage qu'on va voir. Il travaille dans le dessin animé. Ah bah oui! Nous avons également l'honneur d'accueillir Marie-Claude Cherki, qui est enseignante de lettres modernes au lycée Mireille Grenet à Compiègne, et qui est docteur en littérature française, spécialiste de Raymond Queneau et du cinéma. Et donc Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au CNRS et au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Le premier film est un film de fin d'études qui a été fait dans le cadre des études à l'EMCA d'Angoulême. Alors l'EMCA, c'est l'école des métiers du cinéma et de l'animation. Il a été sélectionné dans les festivals de Clermont-Ferrand, Annecy, Angers, Lille, Poitiers et au festival Paris Science. Il date de 2016, il dure 9 minutes et il s'appelle « Des résidus analytiques ». Voilà, alors là, c'est les deux chercheurs qui essaient de résoudre les méta-problèmes fondamentaux, les équations existentielles. Lui, c'est le type qui attend toute une vie qu'un conseiller réponde à son appel. Et la veille de sa mort, on lui annonce que le numéro n'est plus attribué. Là, c'est le type qui fait l'équivalent du tour du monde dans son salon, sur son stepper d'appartement. Il a des petits souvenirs du monde entier sur ses étagères. Des trucs que ses amis lui ramènent. Vous de rénover votre place. Notre TGV va se raccorder à une autre rame TGV en gare de... Je vous souhaite... Veuillez ne pas essayer d'ouvrir les portes. Mesdames et messieurs, prochain arrêt de ce TGV. Une agréable journée. Nous vous rappelons que la descente se fait à l'arrêt et sur un quai. Les portes ne pourront s'ouvrir qu'après cette manœuvre de courte durée. Ah oui, alors lui, c'est le mec sceptique qui veut vérifier la gravité. Il passe ses journées à observer les cailloux tombés. il a vérifié des milliards de fois. Mais il suffirait d'un seul contre-exemple, qu'un seul petit caillou ne tombe pas Pour que tout s'écroule. Et il n'attend que ça. Alors, des résidus analytiques. Quelle est la genèse de ce film exactement? Comment il a été fait? Comment il a été pensé? D'où vient-il? Il vient de très loin. De Non, en très fait, loin. il vient de pas mal de mes carnets, dans lesquels je dessine plein de trucs, un peu tout ce qui me passe par la tête sans filtre. Et ensuite, j'ai récolté cette matière pour essayer d'en faire un film. Donc en fait, il vient de plein d'endroits différents. D'accord. Et tu me disais tout à l'heure que ça venait de discussions avec tes camarades de promo. Donc tu ne l'as pas pensé tout seul? Ça a fait partie d'un dialogue? Oui, enfin c'est plus qu'un dialogue, mais enfin c'est avec plein de personnes. Donc ça s'appelle un dialogue aussi peut-être. Mais en fait, il faut savoir aussi prendre les idées des autres et savoir ne pas les prendre aussi. Ouais. C'est ça qui fait que c'est mon film, mais il y a plein d'idées qui sont venues d'autres personnes aussi. Donc tu l'as écrit tout seul? Oui, enfin Ok. même dessiné tout seul aussi. Ah ouais, c'est vraiment... Le son aussi. Ouais. Oui, on l'a vu au générique. Alors pourquoi avoir choisi la science exactement comme thématique du film? T'as un lien particulier avec les sciences? Ouais, enfin j'ai toujours été fasciné par l'univers scientifique. Et donc je pense que ça se ressentait dans les dessins aussi.
Et au moment d'aller piocher dans ces dessins, c'est sorti comme une évidence. Donc, est-ce que tu as travaillé avec des scientifiques pour faire le film? Ou pas du tout? C'est vraiment celui-là, l'imaginaire Pas du tout. D'ailleurs, la question du plan infini, je l'ai posée à plein de gens qui n'étaient pas scientifiques et j'ai jamais eu de réponse. Ça c'est le truc sur le plan infini. Quand on voit l'horizon, on voit en fait la limite de la courbure de la Terre. Comme c'est rond, on voit pas l'autre côté et c'est ça qui fait l'horizon. Mais s'il n'y a plus cette courbure, si on prend un fil fini, un plan infini, qu'est-ce qu'on voit? Et j'aurais aimé avoir travaillé avec des chercheurs pour... ça aurait peut-être pas été dans le film du coup, si j'avais eu la réponse. Ah ouais? Tu vois, Parce que là je me pose... En fait c'est un appel... Alors s'il y a des scientifiques, des mathématiciens dans la salle, ceci est un appel. Pourquoi? Alors il y a la gravité, il y a l'homme ptolémaïque. Pourquoi est-ce que tu as changé tous les R en L? J'aime bien parler comme ça. Donc, parler comme ça. L'homme ptolémaïque. Il est persuadé d'être le centre du monde. Il se pense comme référentiel de l'univers, il reste fixe. Okay. Comme le guide. J'aime bien les gens qui ont des mots qui prononcent bizarrement, comme souvent on dit le sans gluten aussi. Il y a des gens qui disent ça. Ok. Alors, est-ce que tu as d'autres projets en cours avec la science ou est-ce que ce que tu fais aujourd'hui n'a aucun rapport? Justement, j'ai un projet participatif en cours. Ça s'appelle Copie Conforme. Et il y a un site internet si vous voulez participer. Et en fait, on part d'un modèle initial qu'on recopie, et ensuite on copie la copie, et la copie de la copie, etc. jusqu'à l'infini. Et on essaye de voir où ça donne. Et le postulat de base, c'est qu'en partant d'un cercle qu'on recopie à l'infini, on obtient un carré. Ça, c'est le postulat. Et donc la question, c'est si on part d'un dessin, qu'est-ce qu'on obtient? Et donc c'est un projet participatif? Ça veut dire qu'on peut donner de l'argent pour le financer? Ah non, c'est gratuit. C'est juste participatif dans le sens où c'est les gens qui font les copies. D'accord. Il suffit d'envoyer un mail et avoir de quoi dessiner. Donc on peut trouver toutes les informations sur copieconforme.fr.com? Oui, copie conforme, je pense. D'accord. Alors, quel est ton point de vue, toi, du lien qu'il peut y avoir entre le cinéma et la science, ou l'art en règle générale et la science? Oui, c'est compliqué comme question, je suis d'accord. Il y a toujours eu des liens entre science et art. Et c'est jamais, j'ai l'impression que c'est jamais binaire, jamais dans un sens unique, que l'un peut nourrir l'autre. Et est-ce qu'avec ce film, par exemple, est-ce que tu penses que s'il y a des mathématiciens ou des scientifiques dans la salle, ils pourraient s'inspirer de choses dans leurs futures recherches, comme toi tu as été inspiré par les travaux scientifiques ou des résultats mathématiques ou des idées, ou des questions pour faire ton film? Je pense que ce serait un très très grand honneur, mais je pense pas, je suis pas sûr. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup, Yann Boutin. Merci. Merci beaucoup. Alors, le deuxième film qu'on va voir, c'est un court-métrage documentaire réalisé par un petit jeune qui débutait, qui s'appelait Alain Resnais, sur un texte en alexandrin de Raymond Queneau. Il dure 13 minutes, il date de 1958, et le sujet, c'est l'industrie du plastique. Il s'appelle « Le chant du styrène ». Suspends ton bol. Ô matière plastique, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et qu'est-ce qui explique tes rares qualités? Bonsoir à tous. Marie-Claude Cherki,
Donc, alors vous êtes spécialiste quand même. Vous avez fait votre thèse. Oui, j'ai fait une thèse sur le cinéma de Raymond Queneau, ce qui m'a amené à étudier de manière assez approfondie ce film magnifique, et que j'ai un énorme plaisir à revoir à chaque fois, surtout dans des conditions pareilles. Voilà. Évidemment, il faut le voir en dialyscope, là ici en cinémascope. Il a été fait pour ça, et c'est d'une grande importance pour ce film. Merci. Alors du coup, quelle est la genèse de ce film exactement ? Pourquoi il a été fait ? Par qui il a été commandé ? Parce que j'imagine que c'est une commande, ou pas d'ailleurs. Vous avez vu à la fin du générique, c'est bien l'entreprise Péchinet qui à cette époque connaît une énorme activité, avec le développement à la fin des années 50 des matières plastiques qui arrivent vraiment en grande quantité dans tous les foyers pour toutes sortes d'objets. Et Péchinet commande donc un film qu'on appelle aujourd'hui d'entreprise, un film institutionnel. Et il demande à Pierre Bromberger, qui est encore un jeune producteur, de produire ce film. Et Bromberger demande à Alain Resnais, qui a déjà à son actif quelques courts-métrages, documentaires. Alors, il y a eu Guernica, il y a eu sur Van Gogh, Les statues meurent aussi, toute la mémoire du monde sur la Bibliothèque nationale, et puis enfin Nuit et brouillard, bien sûr, qui fait connaître Resnais, et ça va être son dernier court-métrage en couleur et dialyscope, avec une grosse production derrière. Donc Alain Resnais commence par tourner les images. Il va sur 2 sites, dans ma mémoire, à Ribécourt dans l'Oise et puis près de Lac. Donc il mélange des images de 2 sites industriels. Il monte toutes ces images et puis ensuite il demande à Queneau d'écrire le commentaire sur les images, de s'adapter aux images, au rythme des images. Et donc Queneau a vu les images monter pour écrire son commentaire. Pourquoi Queneau ? Je pense, non ? Tout à fait. Pourquoi Queneau ? Bon, vous le savez comme moi, Queneau, il a été en même temps un grand poète et un grand scientifique. Il a pratiqué la science, la connaissance de la science. Il pratiquait les maths tous les jours depuis sa plus tendre enfance. Il avait vraiment en lui... c'est un encyclopédiste. Queneau, il a dirigé l'encyclopédie de la Pléiade. Il a fondé l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, avec le mathématicien... François Le Lyonnais, et depuis sa plus tendre enfance, il pratique les mathématiques, c'est un fou de mathématiques. Il ne les pratiquera jamais à un niveau professionnel, enfin, je ne dis pas à un niveau professionnel, pour gagner sa vie. Professionnellement, non. Mais il l'a pratiqué à un très haut niveau. Il a été membre de la Société mathématique de France. Il a écrit des textes sur la mathématique. Et par exemple, dès l'âge de 13 ans, il avait dessiné 2 projets pour un concours d'aviation, un avionnef Queneau et un hydravionnef Queneau. Et quand on voit ces manuscrits qui sont encore inédits, c'est plein de calculs d'une complexité incroyable, avec des calculs sur les forces, les poussées, etc. Et il avait 13 ans. Et voilà. Ça vous pose quelqu'un. Et il a pratiqué la mathématique toute sa vie, tous les jours. Il s'exerçait aux mathématiques. Donc il était lié aux sciences. Il était lié aux sciences, toutes les sciences le passionnaient, les sciences qu'on dit pures comme les sciences humaines. Donc du coup, ça ne lui a pas posé de problème de mettre des mots, gros mots dans les alexandrins à base de chimie. Alors pourquoi Resnais a été le chercher ? Parce que Resnais avait lu un ouvrage publié peu de temps avant par Raymond Queneau et qui s'appelle « Petite cosmogonie portative ». Et dans cet ouvrage poétique, Queneau raconte en 6 chants et en alexandrin la formation de la Terre. C'est une cosmogonie, et cet ouvrage se présentait en format à l'italienne pour pouvoir placer les alexandrins, les mettre en valeur. C'était un petit livret à l'italienne avec les 6 chants en alexandrin. Et Resnais s'est dit, c'est l'homme de la situation, c'est lui qu'il me faut. Il aimait aussi son humour,
tout ce qui peut caractériser Queneau et qui a aussi caractérisé Resnais, leur goût pour la culture populaire, la bande dessinée, le cinéma évidemment, et tous ces arts qui ont aussi fait ces deux hommes. Et la peinture, c'était le premier métier envisagé par Queneau. Il a beaucoup peint, il n'était pas très doué. Il a eu raison de ne pas poursuivre dans cette voie. Je vous garantis que si vous avez eu l'occasion de voir quelques-unes de ses productions, ça ne vaut pas ce qu'il a écrit, ça ne vaut pas tout ça. Mais on trouve évidemment ce même amour chez Resnais. Vous avez pu, forcément, en même temps que vous avez vu ces images, on ne peut pas ne pas penser à certains peintres modernes du XXe siècle. La peinture est là partout. Mais alors du coup, comment était reçu ce film? Parce que c'est un film institutionnel, enfin on ne voit plus beaucoup des comme ça, en alexandrin, très poétique. Non, je ne sais pas si ça se fait encore ou pas. À l'étape antérieure, adroitement rangé, le matériau tiédi est en plaques extrudées. Quelqu'un en a vu? Je ne sais pas. Non. Pour pour une histoire importante, on en voit dans des ciné-clubs. Queneau a fait aussi, dans le même ordre d'idées, un teuf-teuf pour Simca et un bang-bang pour Caravelle. Et c'était l'histoire de l'aviation en dessin animé avec un commentaire de Queneau et l'histoire de l'automobile sous forme de dessin animé aussi, avec aussi un commentaire de Queneau qui retraçait toute l'histoire. Donc les sciences et techniques, voilà, c'était aussi des commandes, mais à la manière Queneau, quoi, c'est-à-dire poétique. Et du coup, c'est ce qu'attendait vraiment le client? Non. Ah voilà. Je me disais aussi. Pas du tout. Quand Péchinet, quand la partie communication de Péchinet a vu et a entendu surtout le commentaire monté sur les images, évidemment ils ont crié au scandale, que c'était pas du tout ce qu'ils avaient commandé, qu'on les avait pas prévenus, que c'était écrit en alexandrin, etc. Et ils ont demandé à des communicants de leur équipe, des ingénieurs, de réécrire à partir des ouvrages sur lesquels Queneau s'était basé, sur la fabrication des polystyrènes et des polymères, de réécrire un commentaire en prose prosaïque. Ils l'ont monté sur les images, la version existe, on ne la voit jamais, mais elle circule sous le manteau. Et ils se sont aperçus qu'en fait, on ne comprenait pas mieux ce dont il était question, et même moins bien, que finalement le commentaire de Queneau était meilleur et que ce qu'on appelle c'est la poésie didactique, qu'on a un peu oublié, qu'on ne pratique plus, mais qu'on pratiquait encore jusqu'au XIXe siècle, jouait son rôle et qu'on comprenait parfaitement ce dont il s'agissait. Et en plus, avec art et humour et malice. Quand vous dites poésie didactique, ça veut dire qu'on pouvait faire de la vulgarisation en poésie? Oui, mais ça se faisait depuis que la poésie existe. Il existait une poésie didactique. On pouvait traiter de sujets soit scientifiques, soit moraux, soit d'éducation. On parlait de toutes sortes de sujets en vers. Il y avait des poètes un peu spécialisés dedans. Il y en a beaucoup chez Hugo, de la poésie didactique, par exemple. Et puis, c'est une partie qu'on a oublié. Je pense que j'ai l'impression qu'il n'existe plus cette poésie didactique, mais à l'image des grands classiques, parce que les modèles de Queneau, c'était Malherbe, c'était Boileau surtout, il aimait cette poésie didactique. Il pensait qu'on pouvait tout dire en poésie, y compris son amour pour la science. Et la preuve pour la chimie?
Du coup, revenons au film. Quel procédé cinématographique a utilisé Resnais pour expliquer un petit peu cette industrie du plastique? Alors, les moyens qu'il a eus, ce sont déjà des moyens de production assez importants, hein, vous l'avez vu, avec ce format en dialyscope et avec l'apport de la couleur. Hein, j'ai oublié le mot, là j'ai un trou de mémoire, mais un procédé de colorisation, vraiment, les couleurs sont éclatantes, ces couleurs primaires qu'on voit, ces bleus, ces jaunes, ces rouges. Et puis, quel procédé? Après, tous les procédés à sa portée pour filmer. Et surtout, vous avez vu tous ces magnifiques travelling qui nous emmènent de tous les côtés et qui parcourent, et les travelling verticaux aussi, ces diagonales que l'on voit, qui se mélangent à des plans plus sages et plus fixes, et puis beaucoup de malice de la part de Resnais, la façon dont il filme toutes ces machines qui ressemblent à des robots, presque humains, avec un peu menaçants parfois, ou rigolos. On pense aussi à énormément d'autres films, on pense à Métropolis, on pense, si on commence à regarder ce film plan par plan, et puis à Nuit et brouillard aussi. On a ces fumées, ces vapeurs, ces cheminées, ces hommes qui marchent le long du grillage, ce danger potentiel, oui, il était en noir et blanc. Et puis aussi, on a déjà en germe, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais l'idée aussi d'un danger potentiel de la science, peut-être de l'atome. On voit certaines cheminées qui ressemblent déjà aux centrales nucléaires. Il s'extrait du pétrole et aussi du charbon pour faire l'un et l'autre et l'un sont bons. Se transformant en gaz, le charbon se combure et donne alors naissance à ces hydrocarbures. On a le cercle rouge qui ne peut pas ne pas nous rappeler le drapeau du Japon, etc. On a quand même des allusions, et juste après le chant du styrène, pour Resnais, c'est Hiroshima, mon amour. Ah oui. Et oui. Et alors, ce film date de 58, et à un moment, quand il parle de pétrole magique, moi, j'aurais fait rimer avec diabolique. Mais comment on voit ce film en 2019? Enfin, moi, en fait, il m'a angoissée. Alors, je sais pas, peut-être parce que je suis très inquiète sur les réchauffements climatiques et tout, mais c'est plutôt angoissant quand on voit ça aujourd'hui, en 2019. Je pense que comme tout rabelaisien, comme tout philosophe, Queneau voyait forcément tous les aspects et avait en lui aussi cet aspect visionnaire. C'est-à-dire qu'il voit le côté pratique, le côté amusant, le côté passionnant de la science, du progrès, de tout ce qu'elle peut nous apporter, mais qui sait voir aussi, et je pense qu'il avait pressenti, qu'on touchait peut-être à quelque chose, que toute cette alchimie qui se passe ne se faisait peut-être pas sans conséquence. Et sur la vie peut-être aussi des ouvriers. Des ouvriers, le danger, il est clairement exprimé. Hein, on voit très bien, il le dit, il l'exprime, que si la température monte trop, et on voit tous les cadrans de contrôle, il y a danger d'explosion, et ça s'est produit. Hein, on a vu des usines. Bien. Je pense qu'il avait toujours ça en lui, oui. Et est-ce que vous pensez que le cinéma peut être un bon vulgarisateur scientifique? Excellent. Excellent. On le voit, la preuve en est tous les jours, les courts-métrages qu'on voit aujourd'hui, mais aussi dans les longs-métrages de fiction, mais aussi aujourd'hui sur les chaînes que les adolescents regardent pour s'informer. Nous, on avait les Tout l'univers, aujourd'hui, ils voient des tas de petits films très rapides, des fois trop rapides même, ça va tellement vite, il y a un nombre d'informations incroyables. Il a fait aussi, Queneau, si vous aimez cet esprit, un très beau film avec Pierre Cast qui s'appelle Arithmétique. Et en quelques minutes, il nous explique les bases de l'arithmétique en jouant le professeur de mathématiques avec un tableau et quelques objets. C'est un magnifique petit film de Pierre Cast. Il est visible sur YouTube. Essayez de le voir, s'il y est encore, je pense. Arithmétique. Ça faisait partie d'un projet qui s'appelait l'encyclopédie filmée. Donc, ils avaient eu dès 1950 l'idée
que le cinéma pouvait être aussi encyclopédique. Et est-ce que ce film, qui était donc un film institutionnel, a été montré au public? Est-ce que ça a été rendu... Alors après oui. Après oui, il a été vu dans des festivals de cinéma, par exemple à Premier Plan de Tours. On a des critiques de l'époque, on a des traces, oui, sur... Et puis maintenant, il est considéré comme un des chefs-d'œuvre du court-métrage français, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à Marie-Claude. Merci. Alors du coup, le troisième film, c'est un court-métrage de science-fiction sino-japonais qui a été réalisé par un Américain qui s'appelle Eric McEver. Il a été présenté au Comic-Con de Miami. Il a été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux et au Festival de science-fiction des Utopiales. Il date de 2018, il dure 16 minutes et il s'appelle Paléonaute. If you could see something that you had spent your life imagining, if you could touch it, if you could taste it, is there anything you wouldn't give up for the chance? What if you could come back for it? Jean-Sébastien Steyer. Bonsoir. Alors, tu es paléontologue. Est-ce que si on te disait que tu pouvais devenir paléonaute, tu signerais? Non. Tiens donc, et pourquoi ça? Parce que je serais au chômage technique. C'est pas faux. En fait, j'aime beaucoup cette fiction qui est très poétique aussi. On a parlé de poésie tout à l'heure, qui explique bien en même temps le métier de paléontologue, de la découverte jusqu'à l'interprétation paléo-environnementale, c'est-à-dire la reconstitution des espèces et des paysages. On parle de paléo-paysage, hein. C'est facile de parler paléontologue, il suffit de rajouter paléo devant chaque nom, et puis vous faites partie de ma bande. Mais donc il y a de la poésie, il y a beaucoup de didactique aussi, du coup. Mais non, je ne signerai pas parce que ce qui me plaît aussi dans mon métier, c'est ce petit côté imaginatif où on va compléter les données manquantes, parce qu'un fossile, on le voit bien en fait à l'écran, c'est par définition un reste organique fragmentaire. Ça peut être une feuille, ça peut être une dent, ça peut être un morceau d'os. Et le jeu, si je puis dire, de la paléontologie, c'est de reconstruire en fait tout ça à partir de fragments. Alors, c'est souvent ce qu'on me demande, comment vous, paléontologue, vous faites pour reconstruire un dinosaure à partir d'une dent isolée? Et il y a une méthode quand même scientifique, hein, la paléontologie, c'est pas que de la paléopoésie, il y a une méthode scientifique derrière qui s'appelle l'anatomie comparée, c'est-à-dire que d'après la forme de la dent, on va en déduire en fait l'alimentation, le régime alimentaire. D'après la forme du membre antérieur, on va en déduire la locomotion. Et mis bout à bout, on a une silhouette de plus en plus précise de l'animal à partir de quelques fragments. Et si on veut aller plus loin dans la définition de la paléo-reconstitution, on va se baser sur des éléments complets de l'espèce cousine la plus proche de l'espèce fossile en question. Donc toi, tu préfères faire des puzzles plutôt que d'aller observer les animaux dans leur habitat naturel? Quelque part, je les projette aussi. On voit finalement cette paléontologue qui est aussi paléo-artiste, dessiner à partir de 2-3 fossiles et 2-3 morceaux de roche, elle dessine un paléo-paysage. Donc en fait, elle projette les données scientifiques d'une manière visuelle sur une seule image, qui est un paléo-paysage. Et ça, c'est une technique aussi, c'est une discipline même à part entière, qu'on appelle le paléo-art, où les scientifiques paléontologues travaillent avec des artistes spécialisés dans la reconstitution, souvent écologique ou animale ou végétale, peu importe, quelles que soient les techniques, 3D, illustration classique, 2D, etc.,
Et c'est un échange en fait entre l'artiste et le scientifique qui permet d'avoir en fait une vision par définition parcellaire, voire même fausse, jusqu'à la prochaine découverte. La paléontologie, c'est aussi une science qui est constructive, c'est une science historique, puisqu'on tente de reconstruire en fait l'évolution des espèces d'une part, et puis les paléopaysages d'autre part, mais c'est une science qui se construit par accumulation de données. À partir du peu de données qu'on peut avoir dans les mondes, grâce au monde fossile, on va faire des hypothèses de travail, qu'on va aller tester, en fait, confirmer ou infirmer sur le terrain en faisant des découvertes supplémentaires. Mais du coup, je me posais la question en voyant les images, le dessin de la paléontologue ressemble quand même vachement à ce qu'il y a aujourd'hui. Les montagnes n'auraient pas changé entre l'époque des dinosaures et aujourd'hui ? Alors ça dépend des montagnes, mais effectivement, on a tendance à fantasmer les mondes fossiles comme des mondes peuplés de monstres, des mondes sauvages, des mondes de combat entre des herbivores, des carnivores. Ça, c'est la vision National Geographic des choses. La vision plus classique, c'est de regarder ce qui se passe dans les environnements actuels, avec la formation de chaînes de montagne, avec des relations trophiques entre herbivores, carnivores, nécrophages, etc. Et puis d'appliquer en fait les connaissances qu'on peut avoir aussi sur le monde actuel pour mieux reconstituer les mondes fossiles. Alors, le réalisateur du film n'est pas avec nous ce soir, mais il nous a envoyé une vidéo dans laquelle il donne plein d'informations. Avant de la voir, peut-être j'aurais une autre question sur cette histoire de paléonaute. Si on pouvait envoyer quelqu'un, qu'est-ce que tu lui donnerais comme outil pour éventuellement garder des traces jusqu'à aujourd'hui, pour éventuellement, je ne sais pas, enregistrer des images ou un carnet avec des notes. Qu'est-ce que tu aimerais bien retrouver ? Et avec quelle question tu l'enverrais ? Tous les supports possibles, si possible, peut-être pas numériques, parce que ça dépend de la durée de vie aussi des supports numériques. On parle justement de problèmes aussi d'archives à long terme à cause du numérique. Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser avant de l'envoyer. Et puis, je lui conseillerais de se fossiliser tranquillement dans une tourbière ou dans la glace éventuellement. On pense tous à la dernière faune de la glaciation. La glace conserve bien. Les tourbières, c'est-à-dire les marécages, on la voit d'ailleurs, la paléontologue et paléoartiste dessiner en fait une reconstitution de marécages. On pense aussi à l'ambre, cette espèce de résine, principalement de conifères, qui coule le long des troncs d'arbres et qui va inclure en fait les petites bêtes qui vivent en milieu forestier. Et l'inclusion plastique de cette résine liquide au départ, qui se transforme en fait en ambre, permet ce qu'on appelle des conservations exceptionnelles, où là vous avez les tissus mous des organismes comme s'ils étaient préservés ou tombés dedans hier. Oui, mais pour mettre un moustique dans l'ambre, d'accord, mais un être humain, il faut beaucoup d'ambre. Il faut une baignoire d'ambre. Donc il faut beaucoup de stock. Il faudrait envoyer d'abord en fait un bon stock de résine pâteuse, bien pâteuse. Bon. Après, c'est pas très agréable ça doit pas très. De se noyer dans. Se noyer dans une résine liquide. Ah bah ça fait partie du job. Et oui. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, la vidéo du réalisateur? Hello, Paris. My name is Eric McKeever, and I wrote and directed Paleonaut. I really wish that I could be with you in person to discuss the film and answer your questions. Unfortunately, I am in Tokyo, so I am recording this message from my office, from my studio here. I hope you enjoyed the film. So Quentin sent me some questions to answer for you. His first question was whether science can be an inspiration for cinema, and particularly paleontology can be inspiring for cinema. So I think the answer is absolutely yes. The other thing that I would say to that is, so the best science and the best art, it's very creative. It shows us connections that we hadn't thought of before, and then reveals some sort of deeper truth beneath that. So there's no such thing as a failed experiment. It always shows us something new and helps reveal the truth behind reality. And the same thing with art is that
the best art. It combines unexpected things in new ways and reveals something deep and universal. So my goal with the film, I've always loved paleontology, and my goal was to take paleontology and show it in a new way that would be inspiring. So science certainly inspired me with this film. My feeling also is that film can inspire science to try new things and explore new things and to question what is possible. So I like to think maybe a paleontologist will see this film and question what is possible. So the second question was about how we filmed it. And yes, so we filmed this in Beijing. Most of it was filmed at the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, which is a very large museum in Beijing. We did this with the cooperation of Professor Zhou, who's an eminent paleontologist in China, a wonderful man, gentleman. And all of the fossils you see in the film, those are all real, all been collected in China, particularly in Liaoning, which is famous for its feathered dinosaurs. And so the feathered fossil you see in the film, that's one of the very famous fossils there. And yes, no, we talked with the scientists, so all of the settings in the film for the training for the time traveler, that's based off of what would actually be necessary to do theoretically to survive in the past. And so we did that all in consultation with the scientists. Although I should tell you that a big part of it is that I have loved paleontology all of my life, and a lot of it is I had done my own research and my own thinking, and I was confirming what I had come up with and confirming my ideas with the scientists there. So it was a lot of fun, and it was really gratifying. My oldest dream was actually not to make films, but to be a paleontologist, so this was a way to do both. So the last question is about the ending of the film, and Quentin asked me if, so she's looking for his fossil at the end, so the question was if she ever finds it, and my answer to that is I don't know, but the important thing is that she's looking. And she's keeping her promise, and the connection between them is strong. So we'll see, but as I see it, the important thing is that there's a real love and a real connection between the two characters. So thank you, and if you have any more questions, I'm happy to answer them long distance. I really hope you enjoyed the film, and have a wonderful discussion tonight. Thank you very much. Bye bye. Alors, pour résumer, le réalisateur est passionné de paléontologie depuis qu'il est tout petit. Il voulait faire ça, visiblement, et il est devenu réalisateur de films, ce qui est bien aussi, et donc il a mêlé les deux. Il a travaillé avec des scientifiques pour faire ce film, et ça a été notamment tourné en grande partie à Pékin, dans un laboratoire apparemment très connu par les paléontologues. C'est ça, oui, l'Institut de paléontologie des vertébrés et de paléanthropologie, c'est un des plus gros labos au monde. Ils sont près d'une centaine, chercheurs, ingénieurs de recherche, doctorants, masters et d'autres professions autour de la paléontologie, bien sûr. Et c'est un laboratoire qui est très connu et très intéressant parce qu'il travaille beaucoup, il le dit d'ailleurs, au Liaoning, c'est-à-dire l'ancienne Mandchourie, en gros, on est au nord-est en fait de la Chine, et cette région-là actuellement est très connue pour ses découvertes multiples de dinosaures à plumes. Et on voit un spécimen d'ailleurs dans son court métrage. Oui, ce qu'il dit, c'est que tous les fossiles qu'on voit sont des vrais dans le film. Donc ça, c'est assez impressionnant quand même. Je me suis posé la question en voyant le film, et comme j'ai vu son interview après,
Voilà, ça m'a fait plaisir de les revoir en me disant, bah oui, ce sont des vrais dinosaures. Et c'est vrai qu'il y a un côté très documentaire parce qu'il montre aussi tout le travail de dégagement, de préparation des fossiles avant même les études. En fait, quand on trouve un fossile sur le terrain, on ne l'amène pas directement dans un muséum. Il passe par beaucoup d'étapes différentes et très longues. Avant la publication, il y a des collègues préparateurs qui vont dégager minutieusement, en fait, millimètre par millimètre, la gangue rocheuse pour laisser apparaître l'objet fossile dans sa complétude. Ensuite, le fossile en question va passer dans un labo de photo où il va être pris en photo, justement, vue de face, vue latérale, sagittale, etc., vue de derrière les fagots, enfin, toutes les vues possibles. On fait même de la photogrammétrie, par exemple. Il passe maintenant, dans certains cas, dans des CT scans, c'est-à-dire des scanners, en fait, des sortes de radios au rayon X en 3D. Donc on va rentrer à l'intérieur même des fossiles pour savoir exactement ce que mangeaient les espèces, comment elles grandissaient à l'époque au Jurassique, où elles allaient passer éventuellement des week-ends. Enfin, on essaie vraiment, à partir du peu d'objets qu'on a, de faire ressortir un maximum d'informations, un petit peu comme la police scientifique finalement. C'est une sorte d'enquête. Et est-ce que c'est valable aussi pour les fossiles de plantes? Parce qu'on voit des fossiles de plantes. C'est plus compliqué à imager en 3D, ça, du coup. Oui, mais c'est possible quand même. Alors une feuille, c'est quand même, enfin, ça dépend des essences, hein, effectivement, mais c'est en général souvent assez plat quand même. Mais on a des fossilisations intéressantes, alors de pollen, dans l'ambre, justement, avec la préservation de matériel cellulaire. Hein, donc ça, c'est très intéressant en termes de paléogénétique aussi, non pas pour reconstruire des espèces disparues, mais pour mieux comprendre en fait où se plaçait l'espèce fossile dans l'arbre de relations de parenté génétique des espèces actuelles. Donc d'une part, et puis en termes de plantes, on a aussi des branches, des troncs d'arbres, des fleurs parfois qui sont fossilisées. Et les troncs d'arbres sont étudiés comme les écologues aujourd'hui, les botanistes aujourd'hui, je pense à la dendrochronologie, c'est-à-dire qu'on fait des coupes, alors virtuelles ou réelles. On peut faire des coupes réelles quand on a suffisamment de matériel parce que c'est quand même des méthodes destructives, mais en général maintenant on utilise encore une fois des scans et donc on est capable d'observer en fait les lignes d'arrêt de croissance, les cernes de croissance en fait des arbres fossiles. Wow. C'est pas moi, hein. C'est les collègues paléobotanistes. Certes, mais tout de même. Alors le réalisateur dit aussi que, voilà, il parle du lien entre l'art et la science, et que la science l'a beaucoup inspiré, et donc du coup, est-ce que toi, l'art, que ce soit le cinéma ou pas d'ailleurs, t'inspire dans ton métier de tous les jours? Oui. Oui, je pense que on vient à la paléontologie par cette espèce de puissance imaginative qu'on a enfant via des images ou via des figurines, via une collection aussi d'objets, minéraux ou fossiles. On en a tous plus ou moins fait des collections. Ça peut être les timbres, ça peut être voilà, les fossiles ou autre chose. Et puis on a cette espèce de puissance, oui, de l'imaginaire qui est alimentée notamment par le cinéma. Je pense effectivement à Jurassic Park. Et ce qui est intéressant dans cette fiction-là, c'est qu'on envoie finalement un humain au Jurassique ou ailleurs, enfin dans les temps profonds de la Terre. Et c'est dans la ligne droite en ce qui concerne la partie fiction de Ray Bradbury, par exemple, qui a écrit une nouvelle croustillante qui s'appelle Un coup de tonnerre, où là, ce sont des chasseurs safaristes qui s'amusent à partir en fait au Crétacé pour ramener un trophée d'une tête de tyrannosaure. Et évidemment, ça se passe mal. Mais ça se passe pas mal comme on peut l'imaginer. C'est-à-dire, enfin, je ne veux pas vous spoiler, mais l'humain qui va tenter de chasser le T-Rex, il ne va pas se faire croquer par le T-Rex comme on peut le voir dans Jurassic Park. Il va mettre le pied sur une fleur particulière. Bon, là, je vous spoil. Mais quand il va revenir dans le présent, l'atmosphère va être jaunâtre et tout a changé. Donc il y a de l'effet papillon, il y a de la théorie du chaos dans Bradbury, il y a cette espèce de paradoxe aussi temporel qu'on ressent aussi dans cette fiction-là.
Et puis, autre cas assez classique, mais sympathique aussi pour voir des dinosaures, on pense à Conan Doyle, par exemple, et son Monde perdu, où là, Conan Doyle nous plonge en fait dans ce qu'on appelle en fait des tepouilles, c'est-à-dire des environnements isolés où, alors il n'y a pas de dinosaures, on met les oiseaux à part, hein, mais il n'y a pas de dinosaures connus dans ces espèces d'îles. Les Anglais appellent ça Sky Islands. Donc ce sont en fait sont pas des vraies îles parce qu'il n'y a pas d'eau tout autour, mais ce sont des plateaux très hauts, isolés du reste en fait de l'environnement, et on a beaucoup d'espèces endémiques, voire même panchroniques, c'est-à-dire on appelait des espèces panchroniques autrefois des fossiles vivants, c'est-à-dire des espèces qui traversent les âges. Des espèces qui sont connues depuis plusieurs millions d'années. En ce qui concerne les plantes, par exemple, vous avez le ginkgo. Le ginkgo, c'est une espèce qui, enfin le genre en tout cas, il est connu depuis le Crétacé, donc environ 70 millions d'années. Bon, c'est pas mal quand même. C'est respectable, on va dire. L'Homo sapiens ne fera pas tout ça. On ne sait pas. Je ne suis pas très optimiste. Alors, pour terminer sur l'interview du réalisateur, il parlait donc de la fin. Donc, est-ce qu'elle finit par le trouver ou pas? Donc, il ne sait pas. Mais le principal étant qu'elle cherche. Voilà, c'est ce qu'il dit. Est-ce que j'oublie des choses dans ce qu'il a dit? Non? Non. Non, c'est une belle histoire d'amour aussi, parce que finalement, on reste un petit peu dans l'approximation paléontologique, à savoir est-ce qu'elle va retomber dessus ou pas, parce qu'il y a un facteur chance dans le métier aussi. On essaie de cadrer la chance en zoomant sur des parties du monde qu'on connaît bien grâce aux travaux des géologues qui dressent en fait des cartes géologiques. Donc on va dans des régions du monde en fonction de l'âge des roches qu'on va rencontrer en surface et du type de roche aussi, pour augmenter encore les chances de découverte. Des roches qui correspondaient à des lits de rivière à l'époque, ou des bords de lacs, ou des environnements propices, a priori propices à la fossilisation, mais il y a le facteur chance qui fait qu'on peut revenir, pas forcément en bredouille, mais avec des fossiles dont on ne s'attendait pas, et c'est ça qui est bien dans le métier. Du coup, tu dirais que ce film, il présente bien le métier de paléontologue dans tous ces aspects? Peut-être pas dans tous ces aspects, mais il présente assez bien le métier, oui, parce qu'on voit l'étude des fossiles, on voit les paléo-reconstitutions, et puis on voit aussi la préparation et la prospection sur le terrain, parce qu'à la fin, elle est sur le terrain avec son marteau de géologue. Bon, il neige un peu, en général, l'hiver, on reste au chaud dans les laboratoires pour étudier ce qu'on trouve quand on part en fait au printemps ou l'été. Enfin, tout dépend des latitudes aussi. Mais voilà, on voit quand même différentes images du métier qui sont très réalistes. Alors du coup, une dernière question avant de passer au dernier court-métrage. Dans le court-métrage précédent, donc Le Chant du Styrène, la question est posée de l'origine du pétrole et du charbon. Alors, je crois savoir qu'il y a un lien avec Oui. Voilà. Oui, c'est confirmé, parce qu'effectivement... Okay. Alors, d'où ça vient, tout ça? Alors, le charbon, c'est des niveaux de sol, en fait, très riches en matière organique, des humus, finalement, forestiers, qui datent essentiellement du Carbonifère, d'où le nom, hein, moins 300 millions d'années, donc à peu près 60 millions d'années avant les premiers dinosaures, qui ont formé, en fait, en profondeur, ces espèces de couches de charbon. Et quant au pétrole, c'est la même, on va dire, évolution de maturation de la matière organique, mais la base, c'est pas un milieu forestier ou de sol, ce sont des algues en milieu très profond qui sont compressées et qui vont former des sortes de puits en fait, ou des couches d'hydrocarbures de pétrole. Ça peut former du gaz aussi. Tout dépend des conditions physico-chimiques de l'enfouissement. Donc, sans toutes ces époques, on n'aurait pas de gaz, de charbon et de pétrole. Oui. Bien. Et le volume est limité, évidemment. Et oui, tout à fait. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Donc attention au plastique. Oui, et on n'est pas obligé de tout utiliser non plus, globalement. Surtout que le plastique, on le retrouve en bout de chaîne alimentaire dans notre corps à nous, et puis toutes les espèces... toutes les autres espèces. Donc voilà, attention plastique. Merci beaucoup. On se voit pour le prochain court-métrage du coup.
Alors, le quatrième film est un court-métrage humoristique américain qui a été réalisé par David Maddox. Il date de 2007, il dure 10 minutes et il s'appelle Alternative Math. Oh, hi, Danny. Come on in. Looks like you're having some trouble with addition. Now, don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh. Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right, think about it this way. If I have 2 markers in this hand, and then I add the 2 markers from this hand, how many markers do I have now? 22. No, Danny, it's 4. Mrs. Wells? We're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So, what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. And? And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course not. Who are you to say that your answer is right and that his is wrong? No. She's right. Thank you. Right out of Nazi Germany. You can't honestly tell me that you don't know what 2 plus 2 equals. You got it all figured out, don't you? You smart-ass little tramp. What are you, some kind of retard? All right, I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're going to complain to the principal about you. Danny is a free thinker. I'll have your job, bitch. Not if you can't add 2 and 2 together, you won't. Alors juste un petit truc pour rigoler. Regardez vraiment Arithmétique de Pierre Cast et Raymond Queneau. Et dedans, pour expliquer l'addition, alors il prend des petits objets, puis il y a un loup et un agneau. Il dit un loup et un agneau, ça fait 2 mammifères. On ne tient pas compte de leur goût. Restez avec nous. Parce qu'on rigole, mais en fait, c'est pas drôle. Tout ceci. J'imagine que vous, en tant que professeur, vous avez des choses à dire sur le rapport avec... D'accord, voilà. Mais c'est intéressant, venez. Venez. Jean-Sébastien, alors toi, tu es spécialiste de l'évolution, donc voilà, est-ce que tu aurais des choses à dire sur le créationnisme, ce genre de choses, enfin ce genre de oui, fléau. parce qu'en fait, on est confronté aussi à cette espèce de négationnisme scientifique. En fin de conférence, parfois plutôt, on vient me voir en essayant de me chercher un peu. Oui, mais tout ça c'est bien beau, les fossiles, mais l'évolution des espèces, vous avez aucune preuve. Les fossiles entre autres, et puis même quand on regarde le vivant, enfin la biodiversité actuelle, on voit entre chaque génération des modifications, puisque la constante finalement c'est la variation en fait génétique, qui forment des différences qui sont retenues ou pas par la sélection naturelle. Bon, ça on l'observe, mais il y a toujours des emmerdeurs en fait pour chercher, et puis ils sont plus ou moins déguisés en scientifiques. Là, ils sont plus ou moins déguisés en proviseurs ou en experts en fait médiatiques. Je pense par exemple à l'intelligence design, où ce sont des créationnistes qui sont déguisés en évolutionnistes, qui vont nous expliquer que, alors d'accord, il y a un petit peu d'évolution, mais il y a le grand architecte derrière tout ça, où il y a la main créatrice à chaque grand pas évolutif, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de pas évolutif, c'est que l'évolution ne va pas, c'est pas une marche qui va de la bactérie jusqu'à l'homme, c'est un buissonnement très dichotomique, où certains rameaux apparaissent et d'autres s'éteignent. Donc le problème c'est la recherche de sens en fait dans l'évolution de la vie. Oui, parce que en fait là avec les maths ça paraît complètement absurde, mais ça l'est pour, enfin quand on nous dit que la Terre est plate ou
on est dans ce niveau d'absurdité. Comment ça se fait qu'il y ait, enfin, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais qu'il y a un regain de ces théories complotistes, obscurantistes, enfin tout ce qu'on veut en East. Comment tu l'expliques ? Alors, je pense que ça a toujours existé, les contre-vérités, les fake news comme on les appelle aujourd'hui, et c'est d'autant plus véhiculé avec Internet, avec le grand tout, finalement, qui véhicule tout, y compris n'importe quoi. Donc les informations sont d'autant plus vite diffusées qu'elles ne sont pas vérifiées. En science, en fait, il y a des protocoles. Les données scientifiques sont issues en fait de publications scientifiques, c'est-à-dire ce sont des résultats d'expériences qui sont testables. C'est la méthode hypothético-déductive, pour sortir un mot un peu barbare, mais qui permet de vérifier en fait les protocoles et les résultats. Et ensuite, le chercheur qui a quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle espèce de dinosaure ou un nouveau modèle mathématique, va proposer à la publication internationale dans un journal spécialisé ces résultats qui vont être ensuite reviewés, c'est-à-dire relus par, on appelle ça des pairs, c'est-à-dire d'autres experts académiques, universitaires, qui vont proposer éventuellement des corrections mineures, modérées ou majeures. Donc là, quand c'est majeur, il faut qu'on revoie vraiment beaucoup notre copie, voire qu'on abandonne en fait le sujet pour creuser peut-être autre chose. Donc tout ça participe, si vous voulez, à la construction de la connaissance objective. C'est pas du fake news, c'est pas des informations non vérifiées qui sont propagées comme ça un peu partout. Est-ce que tu enseignes à la fac ? Un petit peu, oui. Est-ce que tu as vu une évolution dans tes étudiants entre le début de ta carrière d'enseignant et aujourd'hui sur un éventuel nombre grandissant de gens qui seraient plus sceptiques ? Non, pour l'instant, non. Alors, c'est vrai que ça se passe aux États-Unis, mais ça pourrait se passer chez nous, parce qu'on voit quand même plus du côté grand public de l'entrisme en fait obscurantiste, créationniste ou autre. Je parlais de l'intelligence design. Il y a d'autres, malheureusement, d'autres. On pourrait faire une phylogénie en fait des mouvements obscurantistes qui contredisent. Non, parce que c'est même pas de la contradiction, parce que c'est de la négation, c'est du négationnisme pour moi. Alors, avant de vous donner la parole, Marie-Claude, j'aurais une question pour Yon. Est-ce que quand tu expliques que la gravité fonctionne jusqu'à preuve du contraire avec ce caillou, et voilà, est-ce qu'il y avait une volonté d'expliquer la méthode scientifique ou pas du tout ? Pas forcément d'expliquer, mais ça vient de là, oui. Ah oui, et donc ok, d'accord. Donc du coup, tu es parti de l'obscurantisme et des fake news pour arriver à... Pas forcément l'obscurantisme, mais de la méthode scientifique, ouais. D'accord. C'est ça qui m'a donné l'idée. Ah ouais. Enfin, c'est l'induction, c'est ça, ouais. Non. Ouais, l'inverse de la déduction. C'est partir du coup des exemples et de la récurrence d'un fait pour construire quelque chose de plus général. D'accord. Alors du coup, Marie-Claude, vous êtes enseignante. Peut-être plus. Voilà. Est-ce que, alors vous avez dit, j'ai eu l'impression d'être au boulot. D'être au boulot, oui. Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, on retrouve. Vous enseignez au lycée, hein, c'est ça ? J'enseigne en lycée, et il y a deux aspects que je retrouve dans ma vie, enfin qui sont présents dans ce film et qui sont présents dans notre vie d'enseignant aussi. Bon, l'aspect contradiction des contenus d'enseignement, et puis l'aspect comment dire, image du professeur, comportement des parents, comportement de l'enfant, qui vont systématiquement soit contredire, soit aller au comment expliquer ce système ? Enfin oui, nous n'avons plus la maîtrise finalement de notre classe, de nos élèves, de ce qu'on leur enseigne. Et effectivement, alors là c'est peut-être très exagéré, mais on n'en est pas très loin. I understand you had an issue yesterday with the parents of one of our students. It did get a little crazy. When things get out of hand, I really need you to let me know about it. Sure. So how do you want to handle it? I guess you could apologize.
His mom hit me. I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did have a wrong answer on his test. Yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong. That is exactly what our job is. Parents don't want you ramming your biased views down their kids' throats. That's not biased. That's how math works. On n'a presque plus le droit de reprocher aux élèves de faire des fautes. On m'a même demandé pourquoi, au lycée, dans mes cours donc de littérature, de lycée, pourquoi je faisais lire les élèves. Mais vous êtes prof de lettres ? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux parents. Et on m'a dit, mais non, la lecture, lire en classe, c'est pour les CE1. C'est pas pour les lycées. Ils veulent en fait que leurs enfants obtiennent des résultats au bac, mais si possible sans lire. Voilà, on en est arrivé là. Quant aux professeurs d'histoire, de sciences et vie de la Terre, etc., ils commencent à être confrontés à de réels problèmes d'enseignement des contenus parce qu'ils rentrent en contradiction avec certaines pensées qui vont grandissant. Et que ça devient de plus... Ça l'était déjà il y a 25 ans quand j'enseignais, par exemple, à Aulnay-sous-Bois, il y a 25 ans. Il n'était pas possible, par exemple, de discuter de certains textes fondateurs devant certaines populations, de vouloir faire d'étudier l'histoire des arts, des représentations humaines, ou de vouloir faire dessiner un élève. Voilà. Ça existait déjà il y a très longtemps. On alertait et on nous disait mais vous, les professeurs, de toute façon, vous êtes tout le temps en vacances et vous êtes parano. Voilà. Mais maintenant, on est face à cette réalité-là qui a pris une ampleur énorme. Et, oui. Et vous le ressentez même en lettres ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, du coup, comment ça se produit concrètement ? Est-ce que vous auriez des exemples ? Il faut discuter tout le temps. Argumenter, discuter, écouter l'élève, bien sûr, ne pas le renvoyer à sa propre ignorance, mais l'écouter, discuter. Donc en fait, le problème, c'est que votre légitimité est sans cesse mise en cause, en doute, par les parents d'élèves, par votre hiérarchie, par les élèves. La hiérarchie. Alors après, ça dépend des établissements. Là, en ce moment, j'ai la chance d'avoir un principal qui a la tête sur les épaules et qui soutient ses enseignants, mais c'est de plus en plus difficile. Et vous parliez d'Internet, on y a tout et n'importe quoi. Avant, l'enseignant avait une certaine légitimité. Il fallait passer par l'écrit pour lui demander un rendez-vous, pour lui faire une remarque. Alors, tout le monde ne le faisait pas. Aujourd'hui, on est soumis à une sorte de carnet de liaison numérique. Donc, en fait, il nous envoie sans cesse des tas de messages. Je crois que j'ai 4 messageries professionnelles. J'arrive même pas à les consulter tous les jours, toutes les 4, parce que les informations arrivent de tous les côtés. Et les parents, maintenant, font partie d'un vaste réseau social et ils nous écrivent. Mais alors, comme les amis vous écrivent des petits essais sans cesse. Donc, soit on ne répond pas, soit on répond. Et alors... dans des termes parfois incroyables. Si vous ne répondez pas, vous avez tort. Dans si vous une langue incroyable. Enfin, voilà. Parfois, il faut déchiffrer. Il faut être paléontologue parfois pour décrypter les messages. Jean-Sébastien, tout à l'heure... on vous donnera la parole après. Venez, madame. Venez au lycée Mireille Grenet. Vous y étiez quand ? Eh bien, je peux vous garantir qu'il y a encore 2 ans, ce n'était pas comme ça. Et maintenant, avec Pronote, venez voir la communication. Venez voir. Non. Le débat est ouvert. On vous donnera la parole tout à l'heure, madame. Pas les messages qui vous arrivaient quotidiennement des parents, c'est pas vrai. J'ai une dernière question pour Jean-Sébastien et ensuite je vous passerai la parole. Préparez vos questions. Restez là. Tu me disais tout à l'heure que tu viendrais peut-être sur Twitter. Est-ce que tu penses que les scientifiques, que soient présents sur les réseaux sociaux, puissent contrebalancer les discours obscurantisme qui circulent sur Internet. Il faut être vigilant et il faut vulgariser. Et ce qui est important, c'est de remonter en fait à l'origine de la découverte ou de l'axiome, de la formulation de l'axiome mathématique pour ancrer en fait nos connaissances actuelles dans l'histoire des sciences et donner plus de poids pour expliquer comment
le sait-on, comment sait-on voilà, différentes choses importantes et comment se construit la science. Comment sait-on ce qu'on sait? Et en parallèle, comment sélectionner les informations dans le grand tout, pour reprendre encore l'expression que j'aime bien. Merci beaucoup. Alors du coup, vos questions, je ne sais pas s'il y a un troisième micro, sans doute pas. Il y a 2 micros. Bon, monsieur, déjà. Je vais juste me permettre une petite hypothèse sur ce qui vient d'être dit. C'est que ce qui se manifeste actuellement et qui est de plus en plus prononcé, c'est que chaque individu estime qu'il est supérieur à l'ensemble des autres et surtout qu'il n'y a plus aucune valeur pour ce qui est commun à tous, la connaissance, l'esprit social, la connaissance partagée, mais que chacun estime qu'il a la connaissance et donc qu'il n'a à tenir aucun compte des autres. Oui, il y a cet égocentrisme, effectivement. Moi, je sais, et je n'ai pas de leçon en fait à recevoir, qui est peut-être décuplé justement par, encore une fois, peut-être les réseaux sociaux. Il faudrait poser la question à des sociologues pour, par exemple, les réseaux sociaux peuvent être des outils formidables de diffusion des connaissances, et Florence en sait quelque chose, comme ils peuvent être des outils formidables de destruction massive des connaissances aussi. Et on peut se demander du rôle de Facebook quand on poste en fait une photo de la pizza qu'on vient de manger. Bon, tout ça participe un peu à la construction d'un monde auto-centré qui limite effectivement les échanges entre humains pour augmenter les connaissances. Ça, c'est évident. Oui, bonsoir. Merci pour cette soirée. Je m'interroge tout de même parce que là, on parle de science, on parle d'avenir. On voit bien que les choses évoluent un petit peu. Il y a des domaines qui évoluent un petit peu moins rapidement. Il a fallu attendre 2019 pour que numérique et sciences informatiques soient reconnus comme une vraie discipline et va peut-être démarrer au lycée à la rentrée prochaine. Peut-on imaginer que tout le monde est en train de changer, que le grand tout, qui est source aussi d'erreurs, de fake news, etc., arrive et que l'activité d'enseignement évolue aussi lentement? Il y a tous les outils justement numériques avec les cours en ligne qui sont disponibles aujourd'hui, qui s'adaptent à la technologie, mais je pense que c'est la technologie aussi qui doit s'adapter à l'humain, sinon on part dans du transhumanisme même en termes philosophiques. Donc il y a les deux aspects à considérer aussi. Il y a l'humain d'une part et puis il y a la technologie numérique d'autre part, et quand les deux fonctionnent bien, voilà, on peut avoir des outils intéressants comme YouTube aussi. On a des conférences en ligne, on a des youtubeurs, des youtubeuses qui participent justement à cette diffusion des connaissances. Donc l'informatique n'est pas c'est le grand tout, mais c'est pas le diable. Oui, je m'interrogeais un petit peu sur... enfin bon, il y a des épisodes historiques où on pourrait dire dans la description du processus de validation scientifique que vous avez décrit, ça serait une sorte de consensus du moment, on va dire, entre gens compétents et qui ne sont pas payés par l'industrie pour prêcher le faux, etc. Bon, voilà, ça faut mettre à part, effectivement, ça vient polluer les débats dans certains domaines. Mais quand même, chaque époque peut aussi partir sur un biais, et pourtant elle tourne, ça existait, si vous voulez. Donc je me dis, est-ce que ça suffit à valider quelque chose qui fait que l'homme, ou l'humanité, est potentiellement toujours, possiblement dans l'erreur? Il y a des problèmes de validation, puis il y a des problèmes de censure. Ou de bûcher, justement. Quand on pense à justement l'histoire des sciences en astro, je ne suis pas un épistémologue ni philosophe spécialiste de l'histoire des sciences dans ces domaines-là, mais on voit quand même que la religion
a beaucoup freiné en fait les développements des connaissances et du coup les validations, puisqu'il n'y avait plus personne pour... Enfin, plus personne. Même au niveau anatomique ou médical, les premières dissections se sont faites en douce, en déterrant des corps des cimetières pour ne pas se faire attraper et se faire brûler. Donc il y a quand même un contexte religieux, social, qui fait que les sciences, les connaissances se développent de manière différente en fonction du contexte. Je voudrais intervenir sur le dernier film, moi, et parler un peu de pédagogie et des maths, mais c'est vrai pour les autres sciences aussi. L'erreur qu'a fait l'enfant, en fait, c'est de confondre le plus avec la concaténation. Et la concaténation, c'est comme ça qu'on apprend le plus. Donc, en fait, c'est au niveau du langage que ça s'est réglé, et que donc, plutôt que de dire que c'est faux, etc., effectivement, moi, je pense qu'il faut prendre le 22 qui est dit convenablement et le prendre pour le discuter et non pas le rejeter comme ça. Donc je tiens ça parce que aussi je suis intervenu dans un contexte de lycée où on parlait de la Terre ronde ou pas. Et le fait que Christophe Colomb était parti à l'ouest et revenu par l'est était donné comme exemple pour dire mais la Terre est ronde. Et la réponse, oui, si on est sur une pizza, on part d'un côté, on fait le tour et on revient de l'autre côté, sur le diamètre. Donc on peut être sur une... donc je veux dire que ça nécessite chaque objection a sa propre manière de se développer et on doit développer une manière pour la refuter. Et ce n'est pas simplement en disant l'accumulation de l'expérience ou de ce qu'ont fait les précédents. Il faudrait trouver toujours autre chose que simplement l'accumulation des précédents. Oui, c'est ce que tu disais. Il faut écouter. Il faut écouter. Voilà. Tout est question de langage. Effectivement, il y avait confusion, plus et plus, c'est aussi mettre deux choses l'une à côté de l'autre, ou c'est les additionner. Effectivement, là, le problème pouvait se résoudre avec une affaire de langage. Mais voilà, est-ce que ces histoires de contestation scientifique, est-ce que c'est... Enfin, je vous pose la question, moi je me demande, est-ce que c'est pas simplement une manière d'exister que de dire je vais arrêter de penser comme on pense maintenant depuis je ne sais plus combien de siècles, on sait qu'on a compris que la Terre était une sphère, etc. Mais bon, ça y est, c'est passé de mode pour exister. Est-ce que je ne pourrais pas me mettre à la nouvelle mode de penser que la Terre est plate? Est-ce que c'est pas simplement une manière d'exister? Non, s'il vous plaît, on va pas je suis désolée, on va pas s'en sortir. C'est une question rapide, mais à quel point est-ce qu'on peut relativiser sur certaines notions? Par exemple, on sait que le temps a été remis en cause par la relativité restreinte. C'est-à-dire que la notion de temps a même changé lorsque Newton pensait que le temps était absolu. Et après, il a fini par être... Enfin, avec les expériences de Michelson et Morley, par exemple, choses qui ont changé. Donc jusqu'à quel point est-ce qu'on pourrait être vraiment sûr d'une certaine notion? Parce que, évidemment, il y a certaines expériences qui ont prouvé, qui ont permis de repenser certaines notions, comme celle de Michelson et Morley, par exemple. Mais est-ce que tout passe à travers les expériences à chaque fois, à l'échelle scientifique, ou alors est-ce qu'on pourrait imaginer remettre en cause un concept avant de l'avoir expérimenté, mais c'est un peu bizarre, mais c'est la question que je me suis posée. Oui, tant que l'expérience, je pense, reste valable, tant qu'on peut vérifier que si on part par l'ouest, on revient de l'autre côté et qu'on peut tourner comme ça tant qu'on n'est pas tombé de l'autre côté, au bout du plat, et tant que personne sera tombé au bout, on ne pourra pas remettre en cause. Donc à chaque fois qu'on fait une opération, j'imagine que pour toutes les sciences c'est pareil, tant qu'on n'a pas une nouvelle preuve, un nouvel apport ou une contradiction, etc., la chose reste valable. Combien de temps, ça dépend de chaque constatation scientifique, je pense. Oui, je pense que
encore une fois, rester ouvert, ça permet de changer de modèle, de révolutionner certaines disciplines et être ouvert au changement. Le problème, je pense, actuel, et ça se voit bien d'une manière déformée, évidemment, dans le court métrage, c'est que le signal principal, qui est la réalité objective, enfin, en tout cas la connaissance objective qui permet de décrire le monde, est attaqué de toutes parts par des actions en fait négationnistes, et le système fait renverser en fait ces valeurs-là. C'est que le consensus est négationniste, et la personne qui comprend encore l'axiome mathématique devient une ringarde, une révolutionnaire, quelqu'un qui n'est pas ouvert vers les autres. Et donc il y a un renversement en fait, du corpus de données majoritaire qui devrait être objectif. Et là, ce n'est pas le cas. Et c'est une jolie critique justement aussi de cette espèce de bien pensée politique aussi. Alors, je rappelle que vous pourrez débattre avec les intervenants au cocktail. Donc là, on va plutôt prendre les questions. Madame. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'exemple vient des mathématiques, où en principe, on considère qu'il y a une seule bonne réponse. Ce qui d'ailleurs n'est pas forcément vrai en mathématiques. Et d'abord, en mathématiques, il y a parfois plusieurs façons de traiter un problème, même si on arrive au même résultat. Et il y a aussi des réponses différentes. Je pense aux différentes géométries. Je prends une droite, un point, combien passe-t-il de parallèles? Il y a 3 géométries qui répondent une et une seule, aucune ou une infinité. Donc en mathématiques, déjà, il n'y a pas... il y a peut-être cette idée préconçue. Là, il y avait un problème de langage, mais je me pose la question aussi de savoir s'il n'y a pas quelque chose de politique derrière tout ça. Est-ce que... Moi, j'aurais aimé savoir, en montrer le court-métrage à l'ancien ministre de l'Éducation et au nouveau ministre, et savoir comment les deux réagissent. Bien sûr, il y a une sorte de volonté malsaine politique de propager des idées comme celle qui stipule que les mathématiques, ça ne sert à rien. Bon, ça vient quand même d'un ministre. Donc on voit que la sphère politique est de mèche avec la sphère médiatique des soi-disant experts, qui sont en fait payés d'une manière dépendante. On parlait aussi de l'indépendance des scientifiques nécessaires pour la recherche fondamentale en tout cas. Sans recherche fondamentale, évidemment, il n'y a pas de recherche appliquée. Donc, et là, il y a des tentatives de destruction des autonomies, des indépendances via ces messages politiques, effectivement. Je pense. Il est beaucoup plus simple de gérer une nation de simples consommateurs qu'un pays de personnes qui se posent des questions, évidemment. Bonsoir, j'aimerais vous faire réagir à 2 questions. La première, c'est sur Paléonautes. Pourquoi l'équipe de scientifiques ne cherche pas l'homme fossilisé avant de l'envoyer dans le passé, parce que comme ça, ils pourraient avoir de meilleures chances que leur projet aboutisse. Et puis pourquoi l'institutrice, bien qu'elle ait des étudiants, parce qu'apparemment aux États-Unis on est étudiant très très jeune, pourquoi l'institutrice ne demande pas 20 millions de $1000? Alors je vais répondre à la première. Effectivement, ça serait une question à poser au réalisateur. C'est une question intéressante. Alors, je me souviens que le cobaye dit à la paléontologue, dont il est lui aussi amoureux, en tout cas apparemment, il lui dit, mais de toute façon, si ça marchait, je ne serais pas là, quoi. Donc on peut penser à un échec,
Finalement, il ne se fossilise pas au Jurassique ou au Crétacé. On voit dans son œil qu'il arrive quand même à remonter le temps, à se plonger dans un environnement sonore et puis réel, entre guillemets, des temps préhistoriques. Mais l'histoire ne nous dit pas si finalement il se fossilise ou pas. Et en termes de loupe temporelle, on peut se poser la question aussi. C'est un des grands défauts des films qui traitent du temps. Et un des derniers étant le dernier Avengers. Je ne veux pas vous spoiler, mais bon, on est dedans aussi. Pas de spoil, s'il vous plaît. Ah oui, pour les 20 millions. 22 millions. Pour tirer la logique jusqu'au bout. Après tout, ajouter les zéros aussi. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que finalement, l'argument, elle utilise ce pseudo-argument pour... voilà, exactement. Bonsoir. Tout d'abord, une question très terre à terre. Vous avez parlé de photogrammétrie. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce que c'est? Deuxième chose, en ce qui concerne les reconstitutions d'animaux que vous faites, à quel degré de fiabilité estimez-vous arriver sur une échelle de 0 à 10 par exemple? Et puis troisième et dernière chose, la théorie du complot, est-ce que en utilisant les arguments, ça ne peut pas permettre d'ouvrir une discussion et d'essayer de ramener les gens à une certaine cohérence? Alors, je vais les prendre dans l'ordre inverse, comme ça c'est plus frais. Alors la théorie du complot, oui, finalement, elle devrait permettre d'enrichir, de confirmer les données scientifiques, les données objectives. Mais le problème, c'est que le complot, en termes, encore une fois, de signal communicationnel, il devient majoritaire et il brouille du coup les pistes. Alors après, pour les reconstitutions, le degré finalement de l'intervalle de confiance varierait en fonction de chaque reconstitution, parce que la composition du fossile dépend souvent du pourcentage d'éléments squelettiques qu'on a. Alors c'est très rare d'avoir un squelette complet, et c'est encore plus rare d'avoir un squelette complet avec ses parties molles, qui permettent d'avoir des données, des idées sur non pas forcément la couleur des dinosaures, on pense aux dinosaures à plumes qui sont exceptionnellement bien conservés. On a certains cas où les plumes ont conservé en fait les pigments qui permettent de reconstruire, alors non pas la couleur réellement, mais les tons qu'avait l'animal sur sa robe en fait. Donc on arrive à des degrés de précision assez intéressants grâce au microscope électronique à balayage entre autres, mais tout ça varie énormément en fonction de l'état de préservation du fossile. Encore une fois, un fossile complet, un squelette complet est extrêmement rare. Donc on est obligé de composer pour les parties manquantes avec le squelette de l'espèce la plus proche, jusqu'à preuve du contraire. Et puis la photogrammétrie, pour finir, c'est une technique, une méthode de photo relief qui permet, à partir de plusieurs clichés orientés comme si on était dans une demi-sphère, d'obtenir une image en 3D, en fait. Et ça, c'est assez intéressant pour nous parce qu'on a directement le relief en fait, de l'objet qui n'est pas écrasé par la 2D en fait, de la photo classique. Mais autrefois, on avait les photos en relief, avec notamment utilisées en cartographie, qui fonctionnaient très bien. Alors c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il fallait joindre en fait les 2 photos aériennes et puis poser cette espèce de loupe binoculaire pour avoir en fait le relief émergé des photos. Mais aujourd'hui, voilà, on a cette technique qui est quand même plus pratique. Donc bonsoir, et déjà merci à vous et aux réalisateurs qui ont présenté des films, parce que bon, on vous a applaudi, mais on vous a pas dit merci de vive voix, donc merci.
Une première question qui pourrait être, avec tous les débats et tous les ressentis qu'on a eus, est-ce que cette, j'ai envie d'appeler ça, que cette rupture entre les deux, c'est juste une mécompréhension, une incompréhension finalement de la science? Est-ce qu'on n'est pas trop accordé à présenter la science durant la première partie de l'apprentissage comme étant simplement une somme de connaissances et voici ce qui est vrai, plutôt que d'insister sur la science c'est une méthode, c'est une histoire, ça a évolué, pourquoi pas ça évoluera avec vous, et c'est quelque chose que j'ai ressenti moi en allant dans les études supérieures, que finalement je pensais avoir compris les maths, mais en fait en ayant vraiment fait des démonstrations, etc., que je dis en fait c'est ça qui se cache derrière les maths. Donc déjà, est-ce que d'une part c'est quelque chose qui vous semble logique ou je suis totalement fou, ou est-ce que vous, c'est venu cette illumination de ce que vous avez compris des maths, que ce soit dans votre enseignement ou en faisant vos films pour les réalisateurs, etc. Est-ce qu'il y a eu ce moment de déclic que j'ai mécompris la science et maintenant je la comprends mieux en l'ayant pratiquée ou en l'ayant côtoyée? Oui, il y a cette espèce de côté bénéfique de la science en train de se faire, de la manip. On pense aux actions de la main à la pâte, par exemple, qui participent justement à la diffusion des connaissances en mettant la main à la pâte, c'est-à-dire en montrant les sciences en train de se faire au niveau expérimental ou autre. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai, quand on arrive en fait à l'université, on apprend que, en fait, la Terre n'est pas une sphère parfaite. Alors, elle n'est pas plate, j'ai pas dit ça. Mais on parle de géoïde parce qu'il y a des variations isostatiques au niveau des reliefs, par exemple. Et donc, on va un peu plus loin dans l'exploration en fait, des grands modèles qui ont servi de socle, de base, pour justement ces connaissances objectives. Et c'est ça qui est intéressant en science, c'est que voilà, il faut, surtout quand on fait de la diffusion des connaissances, montrer comment tout ça se construit, pour revenir finalement même à l'origine épistémologique de la découverte lambda ou de l'axiome mathématique. Marie-Claude. Je voulais rajouter quelque chose. Et il y a quelque chose une chose à laquelle je tiens beaucoup dans mon enseignement de la littérature, c'est de dire toujours à mes élèves que la fiction et la science ne sont pas incompatibles. Que l'homme est homme de pensée, de corps, de chair, de croyance, etc. Et qu'il lui faut d'une part la fiction, les mythes, expliquer le monde par les mythes, et les mythes sont toujours valables. On en a besoin pour notre culture, pour notre aspect poétique, rêveur, ce besoin de fiction, et que par ailleurs, on peut très bien assister à des cours qui vont vous donner d'autres révélations scientifiques et que les deux ne sont pas incompatibles, que l'homme a besoin des deux et que avoir uniquement des explications scientifiques, par exemple, si on pense à, je ne sais pas, à la théorie du Big Bang, peut-être que pour un littéraire ou un poète, c'est pas très parlant, qu'il lui faut aussi des mythes. Il nous faut les deux, je pense qu'on ne peut pas se passer des deux. Maintenant, ce qui commence à prendre le pas, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ne comprennent plus ce qu'est le mythe et qu'ils prennent leur mythe pour une explication scientifique. On était arrivé peut-être il y a quelque temps, quelques années, quelques décennies, peut-être à un moment d'équilibre où on avait réussi à avoir encore en nous toute cette culture du mythe, de la légende, etc. Et puis d'accepter la position scientifique et que maintenant l'une reprend le pas sur l'autre, c'est-à-dire que le mythe revient, la croyance, la légende, la théorie de ceci ou de cela, du complot ou d'autres choses, bien que certains complots aient vraiment existé. Et ça, c'est ça qui est de plus en plus dur à enseigner, par exemple, pour nos collègues d'histoire, des affaires politiques, des complots. Il y en a eu tout au long de l'histoire. Mais aujourd'hui, tout est complot et on ne fait plus la différence. Alors comment prouver ceux qui l'ont vraiment été, certaines affaires politiques, certains dossiers cachés, on sait qu'il y a des... Et d'autre part, ceux qui sont inventés de toutes pièces. Et ça, c'est très, très difficile pour des enseignants de dire, ben voilà, ce document-là, il est vrai, mais aujourd'hui, on peut fabriquer des documents tellement facilement.
Donc on a de plus en plus de mal à faire cette distinction et à mener les élèves et les jeunes qui arrivent et qui découvrent ce flot d'images et d'informations à faire la part des choses. C'est ça qui est difficile. Oui, bonjour, je voudrais vous remercier pour cette soirée qui fait à la fois découvrir d'autres mondes et puis qui fait du bien à scientifiques pratiquants. Donc voilà. J'avais une question à notre ami paléontologue. Qu'est-ce que vous rappelle cette espèce de grenouille qu'il y a? Est-ce que c'est parce qu'on est sur le site des oiseaux? Est-ce que c'est un oiseau plumé? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que c'est là, du coup, une vraie fiction? Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très ragoûtante, hein, cette grenouille dans son plateau repas. Là. Bon, elle n'est pas cuite, et puis nous, on mange que les cuisses cuites. Là, elle est entière, elle est crue. Bon, est-ce que c'est une manière pour le futur cobaye de s'adapter, d'adapter sa flore intestinale et son estomac à ingérer des trucs comme ça, en sachant qu'à l'époque, au Jurassique, enfin là où il est censé aller, c'est-à-dire oui, entre le Jurassique et le Crétacé, on va dire, dans le Liaoning, puisqu'on voit beaucoup de fossiles, donc anciennement de la Mandchourie, il y avait des grenouilles, effectivement. Alors, est-ce que c'est ce que le réalisateur veut nous dire aussi? On ne sait pas trop. Elle est un petit peu bizarre, cette grenouille. Bon, il mange des insectes aussi, enfin des larves. Donc là, il y a un petit clin d'œil aussi à la nourriture, peut-être qui va pouvoir puiser en fait au Jurassique ou au Crétacé, parce qu'il y avait aussi déjà des insectes, beaucoup d'insectes à cette époque-là. Y a-t-il d'autres questions? Mesdames, on ne vous a pas beaucoup entendu. Ah, bah. Bonsoir. Je veux savoir, quand on parle de vulgarisation, moi l'outil que j'utilise et la plupart des gens utilisent, j'ai l'impression, c'est Wikipédia. Et je veux savoir si vous considérez ça comme de la vulgarisation ou si c'était autre chose. Moi je définis ça comme une encyclopédie participative. Mais je veux savoir est-ce que ça en est. Et d'une manière générale, je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. Comment s'informer quand on a terminé l'école après quels outils, quelles méthodes ou quel site web spécifique on pourrait utiliser pour s'informer convenablement? Par exemple, en tant que professeur de lettres, j'amène beaucoup mes élèves à consulter Wikipédia. Pour l'instant, en comparant ce que je peux avoir dans les écrits, les essais, etc., par exemple la biographie d'un écrivain, etc., je trouve que Wikipédia est un excellent outil. Maintenant, je ne suis pas apte à juger sur des matières que je ne maîtrise pas, mais oui, et je m'en sers aussi beaucoup, et c'est incroyable d'avoir ça à notre disposition. Oui, c'est passionnant. Et surtout, c'est actualisé tellement rapidement, avec un nombre... Avant, quand on éditait une encyclopédie, il fallait la rééditer tous les 10 ans, 50 ans. On n'avait pas l'information d'hier, la personnalité du jour. Et aujourd'hui, on a ça, et c'est incroyable. Oui, on dit Wiki est ton ami. Alors, moi aussi, j'aime bien pour dégrossir des sujets. Et ce qui est intéressant dans Wiki, c'est que on lit des fois, attention, cette section manque de références. Donc, c'est vraiment de la science participative aussi, puisque on peut, voilà, un petit peu mettre de côté cette section en attente éventuellement de références un peu plus pointues pour apprendre telle ou telle chose. Mais oui, c'est un outil quand même assez efficace. Certains articles sont très très développés et vont plus loin que la simple vulgarisation. D'autres articles sont moins et demandent à être enrichis, mais c'est vraiment un outil très très intéressant. Oui. Est-ce que vous avez enrichi la page Wikipédia, par exemple, du chant du sirène, si elle existe? Ah, j'ai pas regardé. Ah bah. Mais je vais regarder. Bah oui, c'est participatif après tout. Vous êtes spécialiste du film. Donc. Oui, non, j'ai pas regardé. Et sur l'autre question, de comment s'informer une fois qu'on a quitté l'école? Il y a des supports de journaux scientifiques. On pense à la recherche, ça tombe bien, Philippe Pajot, le rédac chef, on pense à Pour la science aussi. Bon, ça c'est niveau
universitaires, mais il y a d'autres journaux scientifiques en ligne aussi, qui permettent quand même ou les pages sciences aussi des quotidiens. Les pages sciences du Monde, par exemple, sont assez intéressantes. Le journaliste scientifique en question a un blog aussi, Passeur de sciences, où il décrypte un petit peu les actus. Bon, c'est voilà quelques manières de s'informer de l'actualité, enfin des sciences aujourd'hui, après l'école en tout cas. À propos de Wiki, ça ne remplace pas quand même certaines revues spécialisées, etc. Mais par exemple, quand on est en lycée, c'est un outil très, très intéressant. Après, quand on approfondit un domaine, bien sûr, pour l'instant, le papier reste quand même, les références, les revues spécialisées, les revues critiques, etc. restent. Mais certains étudiants en fac commencent à abandonner tout à fait les références uniquement dans le domaine imprimé et ne prennent en considération que ce qui existe sur Internet et écartent de leur bibliographie tout ce qui n'y est pas. N'existe pas. Donc on est passé, il y a une nouvelle génération qui aujourd'hui ignore le papier, hein, même si dedans il y a des études fondamentales. Pour certains, et même pour certains étudiants en littérature aussi, ce qui n'est pas imprimé, ce qui n'est pas sur Internet n'existe pas. Et ça, je trouve ça dommage. Pardon ? Oui, bien sûr, mais pas tout. Pas certaines revues spécialisées ne sont pas immédiatement numérisées et n'existent encore qu'en papier. Certains ouvrages et donc pour certains ils n'existent pas. Ils sont tombés pour l'instant dans l'oubli tant qu'ils ne sont pas numérisés. Il n'y a pas encore tout dans le grand tout. Mais je vais vous raconter une anecdote croustillante que j'ai eue avec mon ancien doctorant qui faisait donc sa bibliographie. Quand on commence en fait à travailler sur un sujet, on se renseigne de qui a fait quoi dans le sujet en question avant de se lancer et d'enfoncer éventuellement des portes ouvertes. Donc je lui donne aussi, je l'aide dans sa recherche bibliographique en lui donnant des PDF et en lui disant qu'au deuxième étage du laboratoire, il y a une bibliothèque scientifique qui peut être utile. Et puis en cours de thèse, je vois que dans son analyse, il manque une référence des années 50 ou 60, je ne sais plus, mais importante. Et je lui ai dit, mais t'as pas lu ce papier ? Ah non, je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Je lui ai dit, oui, mais il y a une bibliothèque justement concrète, non numérisée encore, en partie, qui est là, donc n'hésite pas à... Voilà, et donc il a rectifié le tir, mais c'est aussi générationnel. Tout dépend un petit peu aussi de la génération, mais on est là pour aider à rappeler aussi que le format papier existait avant le format écran et que tout n'est pas encore peut-être dans les écrans. Bonsoir. Alors du coup, votre anecdote, elle fait un peu le lien avec ma question. On a parlé de vulgarisation et comment la science communique avec le grand public, finalement. Moi, ma question, qui peut, je sais pas, peut-être être bête, mais je suis totalement noob en sciences, c'est comment les scientifiques communiquent, mais entre eux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des études, des données, des découvertes au niveau paléontologie, biologie, chimie, etc. Comment, en fait, ces informations peuvent être utiles à d'autres domaines et comment les scientifiques vont communiquer entre eux. C'est-à-dire que l'importance de la donnée et de la data, finalement, comment elle se transmet dans ce monde-là. Alors c'est une très bonne question, d'autant plus que dans le court métrage de MacEver, on voit un moment la collègue paléontologue qui dit au cobaye, ce fossile-là, je l'ai mis de côté discrètement pour être sûr qu'on ne me le pique pas. Donc dans le domaine de la paléontologie et surtout dans la paléontologie dinosaurienne, parce que très médiatique, et encore plus dans paléanthropologie, parce qu'on touche à l'origine de l'homme, il y a des groupes qui sont en compétition directe pour rechercher dans tel pays, en Afrique ou ailleurs, tel ou tel spécimen qui va pouvoir éclairer en fait la branche évolutive des Néandertals ou autres.
Donc, comment on communique quand il n'y a pas de conflit comme ça? Et c'est ce que je dis en général aux étudiants. Je dis la paléanthropologie, ça te plaît, c'est bien. C'est vrai que c'est très intéressant, mais attention, il y a plus de spécialistes que de spécimens. Donc là, il y a beaucoup de biais cognitifs. On parlait justement des biais cognitifs tout à l'heure, sans les énoncer. On est en plein dedans. Enfin, je ne devrais pas dire ça. J'espère qu'il n'y a pas de paléoanthropologue dans la salle. Je vais me faire lyncher sinon. Mais voilà, en gros, quand il n'y a pas de conflit direct, on échange, soit sous forme de congrès, soit sous forme des publications scientifiques. Il se peut qu'un groupe de recherche ne soit pas d'accord avec la découverte en question, et donc elle peut proposer un droit de réponse dans le journal en question. Souvent, les auteurs du premier article répondent à l'article qui contredit. Enfin, tout ça participe au débat finalement scientifique, et je pense qu'effectivement, il faut rester assez ouvert. Après, entre disciplines, c'est un peu plus difficile. Là, ça dépend un petit peu de la bonne volonté de chaque chercheur qui va s'intéresser à d'autres thématiques, par exemple la paléoécologie. Quand on est paléontologue et qu'on s'intéresse aux relations entre les espèces, on va taper à la porte de labos qui font de l'écologie pour essayer de voir s'il y a des collaborations à faire avec des collègues qui ont déjà des méthodes concrètes, quantifiables, etc., pour mieux appliquer ça en fait au monde fossile. Donc, mais ça dépend un petit peu finalement de chaque spécialiste et de sa recherche. Bon, je me suis un peu énervée là tout à l'heure, parce que je ne supporte pas ce type de propos qui, d'après moi, dénigre complètement l'école publique. Là, je suis désolée, mais c'est le prof qui a tort au départ. Quand cette erreur-là de l'élève, 2 + 2 = 22, c'est une erreur classique à l'école primaire. S'il y a des instituteurs, des professeurs des écoles ici, ils vont le savoir. D'autre part, la critique est une qualité. Et je me permets de prendre mon exemple. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais nulle en orthographe, tout simplement parce que je contestais toutes les règles de grammaire qu'on me donnait qui me paraissaient stupides. Et par exemple, je ne comprenais pas pourquoi certains verbes, on mettait AIS à un endroit, et puis pour d'autres, non, c'était pas comme ça, c'était IS seulement. Bon, et donc, je ne comprenais pas certaines choses. Alors, si le prof, au lieu de mettre simplement faux, était allé voir l'élève en lui disant « Explique-moi ton raisonnement, qu'est-ce que tu as voulu faire en écrivant que c'était 2-2 ?» Parce que pour lui, c'est 2-2, c'est pas 22, c'est 2-2. Et ça fait partie de la pédagogie, et ça fait partie de la formation des enseignants. Alors, effectivement, il y a un ministre, un jour, qui a dit que les maths servaient à rien. Mais les élèves aussi le disent. Ils nous disent, mais dans la vie de tous les jours, ça ne me sert à rien. Et bien là, justement, prenons la dernière scène du film. À quoi ça sert de dire que ça fait 22 ? Ben, ça sert soit à perdre de l'argent, soit à en gagner. Et du coup, ça fait 2 réponses possibles, puis on discute avec l'élève. Effectivement, on argumente. Et moi, j'aime beaucoup les élèves qui contestent ce que je leur dis en maths parce qu'ils ne le comprennent pas. Ça veut dire que je leur ai mal expliqué. Et donc, on en discute. Et après, j'espère que j'ai réussi à les convaincre d'un certain nombre de choses. D'autre part, pour la vulgarisation, il existe beaucoup de moyens en mathématiques. On a parlé de la main à la pâte, qui est plutôt en physique et chimie, mais il existe aussi Math Engines, qui est de la recherche en maths faite par les élèves avec des chercheurs de maths et qui leur fait découvrir tout un tas de choses en mathématiques. Je rappelle aussi qu'il y a les concours Kangourou qui font réfléchir les élèves aussi à des mathématiques et autres, et pas seulement l'arithmétique, mais aussi de la géométrie. Et puis, surtout, chaque année, en seconde, chaque classe de lycée reçoit un exemplaire de Sciences et Vie Junior. Seulement, le problème, c'est que les profs ne les distribuent pas toujours à toute leur classe. Moi, j'en ai récupéré plein pour les distribuer en première ou en terminale à chaque fois. Moi, j'étais prof de maths. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà.
Je peux faire juste un petit commentaire sur les maths. Justement, j'ai interrogé Michel Brouet, qui était directeur de l'IHP avant Sylvie Mazzoni et encore avant Cédric Villani. Et il disait que les mathématiques ont ceci de particulier quand même, que c'est la seule matière pour laquelle l'élève peut avoir raison contre son prof et lui prouver. Donc c'est quand même un truc assez particulier. Voilà. Juste une petite chose, je ne dénigre pas l'éducation publique, hein, pas du tout. J'en ai toujours fait partie. Je ne compte pas enseigner ailleurs et je ne compte pas abandonner mon métier. Mais voilà, je suis aussi réaliste et je vous décris ma vie quotidienne telle qu'elle est. Mais je l'aime quand même. Madame, s'il vous plaît, il y a un cocktail après pour discuter avec les intervenants. Et puis, ça se passe dans une école privée aux États-Unis, puisque 99,9% peut-être des écoles sont privées là-bas. Et puis, ce qui met le feu aux poudres, c'est le comportement des parents d'élèves. C'est pas la relation en fait enseignant étudiant entre guillemets ou élève. Alors, je vais appeler Madame la directrice. Bravo à tous les trois, c'était vraiment, vous avez apporté un éclairage parfaitement complémentaire, parfaitement différent, c'était absolument formidable, magnifique, quel beau plateau, et orchestré de main de maître par Florence, mais que l'on peut l'applaudir, vraiment bravo, bravo, bravo. Donc Florence qui a remplacé au pied levé Quentin Lazarotto, qui a proposé ses films à Sylvie et qui a organisé toute la soirée. Il est en train de présenter son film à Tribeca, on pense à lui. Alors, on a beaucoup parlé d'enseignement des mathématiques, ça a déchaîné des grands discours. Eh bien, écoutez, on va pouvoir continuer le débat lors de notre prochaine séance. Ce sera le 28 mai et on va voir Will Hunting de Gus Van Sant. Très grand film et donc très grand débat à suivre. On terminera notre saison le 26 juin avec Assassination Nation, qui est un film très récent, qui est sorti fin 2018. C'est un film qui est consacré aux réseaux sociaux. Donc là aussi, on va avoir des débats, j'imagine, vifs, contradictoires, et ce sera une belle façon de finir notre saison. Voilà. Alors, l'un de nos spectateurs disait comment apprendre quand on n'est plus à l'école, comment continuer à apprendre. Il y a une bonne façon, c'est de fréquenter assidûment les soirées univers convergents. Voilà. Bien, donc on se retrouve autour d'un verre.